La liberté, c'est souvent l'un des buts ultimes dans la vie. Sans aller jusqu'aux extrêmes que sont l'esclavage ou la prison, c'est une chose à laquelle tout le monde aspire, un peu plus tous les jours. Liberté physique, financière, mentale, en se libérant d'une mauvaise relation, d'une addiction, de soucis financiers ou de santé, c'est l'un de nos besoins fondamentaux. On avait déjà abordé le sujet dans la vidéo sur la petite sirène, avec la soif d'émancipation d'Ariel, mais là, c'est clairement le sujet principal de notre film d'aujourd'hui. But they'll never take our freedom! Alors direction Agrabah, on va parler d'Aladin. Librement inspiré d'un conte des Mille et une nuits, le film a connu une production assez similaire à celle de La Belle et la Bête, avec une première version totalement balayée après 6 mois de travail. Et on dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Jeffrey Katzenberg. Enfin, ici sont remis, ont engagé de nouveaux scénaristes, modifié Aladdin pour en faire un héros plus âgé, inspiré physiquement de Tom Cruise et plus de Michael J. Fox, ce qui est pas super sympa pour Marty McFly, supprimer le personnage de sa mère parce que c'est Disney, et décider que le génie n'exaucerait que 3 vœux, pas plus, sinon c'est de la triche. Et il y a pas mal de choses dont on va devoir discuter après, donc on va passer directement au film. De nouveau, on va pas s'attarder dessus scène par scène, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on les connaît déjà tous par cœur ces classiques-là. Un marchand nous raconte l'histoire d'une lampe qui a un jour changé la vie d'un jeune homme, Aladdin, envoyé dans une grotte ensablée qui a la forme d'une tête de tigre. Déjà, ça a 30 ans de plus, c'était le début de la 3D, et ça a quand même beaucoup plus de gueule que les nouveaux tigres de Fort Boyard, mais surtout, qu'est-ce que c'est cool! Aladdin y est envoyé parce que seul quelqu'un avec un cœur pur peut y pénétrer sans être enseveli. C'est pour ça que Jafar, le grand vizir et surtout le méchant de l'histoire, n'y va pas lui-même, parce que c'est un connard. Aladdin trouve la lampe, mais son singe de compagnie, Abu, fait une connerie, toute la grotte s'effondre sur eux, mais heureusement, ils sont sauvés par un tapis volant. Sauf que Jafar, une fois qu'il a ce qu'il veut, il dégage Aladdin qui se retrouve au fond du trou. Heureusement, Abu a réussi à choper la lampe avant de tomber, et Aladdin va, sans faire exprès, invoquer le génie qui s'y trouve, gagnant du coup 3 vœux. Son premier vœu sera de devenir un prince, pour pouvoir aller épouser la princesse Jasmine, qu'il a rencontrée un peu plus tôt sur un marché, et avec qui il s'est plutôt bien entendu. Bien entendu en mode Disney quoi, donc après 3 minutes ils ont failli s'embrasser. Il est transformé en prince, enfin juste habillé un peu mieux, et apparemment pas vraiment prince, mais on en reparlera. Il débarque au palais en chanson, le sultan est tout content, il va pouvoir marier sa fille. Donc le gars apprend même pas à le connaître un peu, c'est juste il y a un nouveau prince qui arrive, c'est bon, je vais marier ma fille, je m'en fous de qui c'est, je veux marier ma fille. Ah, si jamais sultan, il y a DiCaprio qui vient d'être célibataire, et je pense que Jasmine elle est juste dans sa tranche d'âge. Mais Jasmine, comme Ariel ou Belle avant elle, elle est pas du genre à se laisser dire quoi faire. Et elle va surtout pas laisser des hommes décider de son avenir. Elle envoie donc tout le monde chier. Pour gagner ses faveurs, Aladdin va lui montrer le monde sur son tapis volant. Non, toujours pas une métaphore dégueulasse. Un tapis qui va très vite, ou peut-être qu'ils vivent dans un monde très resserré, vu qu'ils passent quand même de l'Égypte à la Grèce pour terminer en Chine. Ou alors ils sont partis 3 semaines. Il chante, il s'amuse, tout se passe bien jusqu'au moment où Jasmine lui avoue qu'elle sait qu'il est Aladdin, et pas le prince Ali. Et là le con, il continue à mentir. Bon après ça peut se comprendre, de base Jasmine ne peut épouser qu'un prince. Mais quand même, je trouve le personnage d'Aladdin assez stupide pour le coup. Même si on va voir plus tard que ça fait partie des thèmes du film. Pas le fait qu'il soit con, le fait qu'il assume pas son identité. Par contre, le génie a fait de lui un prince, donc logiquement il est un prince, il est pas juste habillé en prince, il est le prince Ali. Je comprends pas trop le souci en fait. Mais passons sur les détails. Pour l'instant, le mensonge fonctionne, et il termine même la soirée sur un baiser. Juste avant qu'Aladin ne se fasse capturer par les gardes sous les ordres de Jafar, et jeté au fond de l'eau. Utilisant son deuxième vœu pour que le génie le sauve, il confronte Jafar qui, voyant la lampe dans sa poche, comprend qui il est. Il aura donc mis encore plus de temps que Jasmine, quel talent. Yago vole la lampe que Aladdin a laissée sans surveillance après une dispute puérile avec le génie que Jafar libère, exigeant de devenir le nouveau sultan. Mais du coup, il est sultan ou il est juste habillé en sultan ? Sauf que sultan, ça lui suffit pas. Alors il veut être un sorcier suprême. Puis après quelques échanges avec Aladdin dans une scène finale très bien construite, il demande plutôt à être un génie tout-puissant. Sauf qu'un génie, ça a une lampe. Et ça n'est pas libre. Jafar se retrouve piégé, la lampe est balancée, Aladdin libère son génie, le sultan est de bonne humeur donc il change la loi, ce qui permet à Aladdin d'épouser Jasmine, même s'il est pas prince. Ok, donc il était pas prince. Enfin bref, c'est fini et il y a plein de choses à dire. Quand on pense à Aladdin, généralement on pense à ce rêve bleu, parfois à Jafar, mais 90% du temps on pense d'abord au génie. Et comment faire autrement ? Il est au-dessus de tous les autres personnages Disney jusqu'à présent. Il n'est pas forcément meilleur parce que chacun aura ses préférences, mais dans son originalité, son animation et son écriture,
c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu chez Mickey. De ses rappels à la pop culture à ses transformations incessantes, tout ça est bien évidemment à mettre au crédit de Robin Williams, voix du génie, qui a ajouté beaucoup d'improvisation et de techniques rappelant son talent sur scène, lui qui est un habitué du stand-up. Les réalisateurs, Musker et Clements, à qui on devait déjà La Petite Sirène, ont toujours voulu Williams, il était l'inspiration du personnage, non pas parce que l'acteur était célèbre, mais parce qu'il collait parfaitement à ce qu'il voulait faire du génie. Au départ, Williams n'était pas très emballé, puis il a vu une petite scène créée à partir de l'un de ses sketchs, et ça l'a convaincu. Et heureusement, parce que j'imagine vraiment personne d'autre dans le rôle. Genre, qui peut être aussi bon? Will Smith? Personnellement, je le trouve incroyable, et c'est sans doute, jusque-là, mon personnage Disney préféré. L'exemple parfait de l'animation au service de la performance, soulignant le boulot de Williams avec brio, le faisant passer de Jack Nicholson à Groucho Marx, le transformant en abeille ou en magicien. J'aime tous ces passages à l'écran, et il est pour moi l'élément qui me fait apprécier un film qui, sans lui, n'aurait pas beaucoup de saveur. Et il n'est pas juste là pour être comique, il a aussi un vrai arc émotionnel. Parce que oui, il est hilarant, généreux, dévoué, mais faut pas oublier qu'en fait, c'est un esclave, lié par la lampe et ses bracelets, sorte de menottes sans chaîne, à son maître. Tout ce qu'il veut, c'est être libre. Et ce désir de liberté, on le retrouve chez Aladdin et Jasmine. C'est ce qui les anime et ce qui les rapproche lorsqu'ils se rencontrent, même s'ils aspirent chacun à une liberté différente, puisque dans un sens, l'un veut être à la place de l'autre. Elle veut la liberté de mouvement, de choix, lui veut la liberté qui vient avec la richesse. D'ailleurs, si Jasmine craque pour Aladdin, c'est parce qu'il lui offre cette liberté de mouvement, qu'elle n'a jamais eue, lui faisant voir le monde sur son tapis volant. Et à la fin, le génie est libéré de sa lampe, Aladdin n'a plus à se soucier de ses finances, et Jasmine est libre d'aller où elle veut, et d'épouser qui elle veut. Jafar, lui par contre, est prisonnier d'une lampe. Et c'est bien fait pour lui, mais il va revenir. Vous inquiétez pas. L'autre thème central, qui concerne plus Aladdin, c'est l'identité. Trouver qui on est et l'assumer. Aladdin est un gamin des rues. Il est pauvre, mais ça ne l'empêche pas de rêver de plus, de mieux. Comme une princesse Disney, quoi. Il va se cacher sous son apparence de prince et tenter de s'y tenir le plus longtemps possible. Parce que pour lui, c'est ça qui lui donne de la valeur. Et pas qui il est réellement. Alors qu'on sait tous que l'important, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Surtout si t'as la gueule de Tom Cruise. Et c'est bien sûr en tant qu'Aladin qu'il va réussir à battre Jafar, utilisant sa capacité de baratineur pour obtenir ce qu'il veut, pour se sortir de situations délicates, comme il l'a fait au début, également pour sauver Jasmine. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça va avec ce thème-là, au début du film, Jasmine s'enfuit du palais déguisée pour aller au marché. Enfin, déguisée, faut le dire vite quoi. Elle a mis une capuche, mais a gardé tous ses bijoux. Effort minimum. Elle aussi cache son identité à ce moment-là, voulant goûter un peu à la liberté du petit peuple. Et apparemment, elle ne connaît pas le principe de l'argent, puisqu'elle offre à bouffer à des enfants mais n'a rien pour payer. Puis elle s'étonne qu'on veuille lui couper la main. Bon ok, ça c'est un peu extrême, et ça fait partie des choses qui sont reprochées au film. Est-ce que c'est raciste, Aladdin? Quand j'ai lancé le film sur Disney+, j'ai eu droit à l'écran qui prévient que le film comporte des stéréotypes. Et franchement, j'ai été un peu surpris. Autant dans Peter Pan, je me souvenais du chef indien, dans La Belle et le Clochard des deux Siamois, mais ici, je comprenais pas vraiment le souci. Et après avoir vu le film et fait quelques recherches, ouais, je vois. Au-delà de certaines phrases dans la chanson d'ouverture qui parlent d'un endroit barbare, ou d'un héros arabe dessiné avec comme inspiration Tom Cruise qui, je pense, n'est pas à moitié libanais, face à des ennemis aux traits et aux voix bien plus typés. Ou Jasmine, première princesse non blanche, pas franchement traitée exactement comme les autres. Mais ce que je trouve le plus intéressant est en fait qu'Agrabah, qui de base était censé être Bagdad, est un mélange de plein de cultures. J'ai par exemple lu que c'était l'équivalent d'un dessin animé basé en Europe, où les gens seraient habillés comme en Russie, à côté de la Tour Eiffel, pendant que dans la rue, des gens dansent le flamenco en parlant allemand. Bon, cela dit, ça m'étonnerait même pas que ça arrive souvent à Paris, ce genre de scène. Plus sérieusement, pour moi, c'est rien de vraiment très grossier, ça démontre plutôt une méconnaissance énorme du terrain, mais je suis pas vraiment représentatif de ceux qui pourraient s'en indigner. Et ils ont changé Bagdad en Agrabah à cause d'un petit truc qui s'appelait la guerre du Golfe. Bon, on va parler d'un truc un peu moins sensible. What else? What else? Ou comment Disney a tenté de capitaliser sur le succès de ce film. C'est le total package pour celui-ci, 2 suites, qui sont cette fois-ci des vraies suites, une série et un remake en live action. Tout d'abord, le retour de Jafar, première suite en vidéo d'un classique Disney ever. Donc oui, d'un côté c'est de sa faute si on a des trucs horribles comme Tarzan et Jane ou La Belle et la Bête 3. Je m'en remets toujours pas. Le film raconte, aux surprises, le retour de Jafar, toujours sous sa forme de génie, libéré par Abysmal, un hors-la-loi lâche et peureux qui en veut aussi à Aladdin. Le cœur de l'intrigue repose sur la loyauté de Iago, qui s'est fait apprécier par Aladdin et sa bande, mais qui craint encore Jafar, dont il pensait être débarrassé. Il va donc trahir les uns et les autres, terminant évidemment dans le bon camp, alors que Jafar est encore une fois battu. Et c'est un peu chiant en fait.
Yago n'est pas aussi important ni intéressant que le scénario tente de nous le montrer, le génie a moins d'impact, et Aladdin n'est toujours pas le héros le plus charismatique de Disney. Du coup, pour le troisième film, j'avais très peur. J'avais très peur parce que si c'était comme pour La Belle et la Bête, j'étais prêt à souffrir. Et là, immense surprise. Je dis pas qu'il aurait mérité d'être un classique, ou qu'il surpasse l'original, mais franchement, c'était plutôt très bon pour une suite direct ou vidéo. Et je le conseille totalement. Un scénario prévisible mais bien ficelé, une vraie intrigue qui se sent pas obligé de ramener Jafar une troisième fois, des vrais thèmes, des arcs narratifs convaincants, et de l'action assez intense. Mais surtout, un génie plus drôle et référencé que jamais, passant par tous les Disney possibles, remontant même à Steamboat Willie, puis parodiant Rocky, Rambo, Madame Doubtfire, bref, du génie de Robin Williams comme on l'aime, et en tout cas beaucoup plus que dans le 2. Et il y a une raison très simple pour ça, parce que dans le 2, c'est pas Robin Williams qui fait la voix. Pour le retour de Jafar, c'est Dan Castellaneta qui s'occupe du génie, une voix bien connue puisque c'est le doubleur officiel depuis les années 80 de Homer Simpson. Williams avait refusé de revenir pour la suite parce que Disney et Katzenberg lui avaient un petit peu mis à l'envers. L'acteur avait demandé que son nom et sa voix ne soient pas trop mis en avant dans le marketing du premier film, surtout au niveau des produits dérivés, ce que Disney n'a pas respecté. Il avait alors annoncé qu'il ne bosserait plus jamais avec eux. Puis Jeffrey Katzenberg est parti, son remplaçant a fait des excuses publiques à Williams, et il a accepté de revenir pour le troisième. Bon, on a fini, non? Et le remake live? Réalisé par Guy Ritchie, ce qui me rend très triste, c'est un remake live-action tout ce qu'il y a de plus basique, très en dessous de l'original, zéro prise de risque, aucun changement positif, à part peut-être la chanson de Jasmine et encore, et puis surtout, des différences ridicules, comme son Jafar en carton, ou Will Smith en génie, qui fait tout ce qu'il peut pour que ça devienne son film. C'était très déplaisant et j'ai pas du tout hâte d'en reparler dans une vidéo dédiée, mais ce sera fait. Ouais. Aladdin est loin d'être mon Disney préféré. Ni l'histoire ni le héros ne me passionnent, mais le film est plus que sauvé par son génie. Superbe trouvaille, boulot magnifique des animateurs et de Williams, faisant de lui l'un des meilleurs personnages de l'histoire de la compagnie. Personnage qui aura même inspiré Christina Aguilera, qui déclarera « Ce qui veut dire... Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud.